Voilà, alors donc depuis 150 ans, 200 ans, alors qu'on a les équations, qu'on sait tout ce qui va se passer, en gros, hein, on a le modèle de Meadows depuis 1972, on a les courbes, etc. Et pourtant, on est arrivé jusqu'au point de non-retour, qui est en train, voilà, 2015, 2020, 2040, 2030, peu importe, ça va forcément assez inéluctable, cette chose-là. Et on a probablement utilisé l'ignorance et le doute à l'inverse du principe de précaution, c'est-à-dire que c'est pas sûr qu'on détruise l'environnement, en gros, hein, on n'en était pas très sûr. On a construit une méthodologie, on va dire scientifique, en disant le climat, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Ce qui est vrai, c'est chaotique, donc on ne peut pas le prédire. Mais le problème, c'est qu'on a utilisé ce doute-là, cette incertitude, en y allant quand même. Ce qui est d'une espèce de paradoxe. On a utilisé le doute à l'inverse de ce que le principe de précaution aurait dû nous faire faire. Ce n'est pas un jugement, c'est comme ça. On a fait ça. Donc on a utilisé le doute à l'inverse du principe de précaution, et en nous défaussant systématiquement de notre responsabilité qui est pourtant commune. Hein, voilà. Mais je ne parle pas de notre société en particulier, je ne parle pas d'autres sociétés, je parle de l'humanité, c'est un principe évolutif qu'on suit, c'est comme ça. Donc on a fait tout ça et on est passé de « nous ne savons pas » ou « nous n'y croyons pas », ou alors c'est la faute des autres, hein, c'est ce qu'on a vu à l'instant, je suis pour rien, et on est passé directement de tout ça à « c'est trop tard ». Cette conférence-là, moi, elle ne me plaît pas du tout. Hein. C'est-à-dire que les valeurs que j'ai données tout à l'heure, la disparition des forêts à la fin du siècle pour l'essentiel, l'acidification des océans, probablement l'extermination globale de la vie sur Terre pour un réchauffement qui sera de l'ordre de 4, 5, 6 degrés à terme, j'ai aucune joie, aucune satisfaction à vous dire ça ce soir. Simplement, je constate qu'on est arrivé jusqu'à ce point-là et qu'on a mis quantité de stratagèmes en œuvre et en place pour arriver à ce point-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Agir, c'est devenir complice d'une réalité immaîtrisable. J'aime beaucoup cette phrase. C'est-à-dire qu'on est coincé, quoi. Je ne vais pas m'arrêter de vivre et je vais continuer à travailler. Je développe des projets artistiques, des projets techniques, je fais des tas de choses, je fais Adrastia, je travaille sur la psychologie, je ne vais pas m'arrêter de vivre. Mais le problème, c'est que ça va forcément avoir des effets que je ne veux pas. Et bien, je suis coincé, on est tous coincés. Mais, alors, je n'ai pas de réponse à comment je vais faire tout ça, mais je propose d'y réfléchir vraiment et avec de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire avec de nouveaux modèles qui nous permettent de comprendre comment on fait pour nier la réalité à ce point. Et donc ça, c'est l'éthique d'Adrastia. Alors, la première chose, c'est ne pas lâcher prise. C'est-à-dire que d'accord, ça va être compliqué, ça va être très compliqué demain, mais il ne faut pas abandonner parce que ce serait bien pire. C'est-à-dire que si on laisse tomber l'industrie aujourd'hui, par exemple, on sait qu'elle est polluante, hein, d'accord ? L'industrie, c'est très grave, elle détruit l'environnement, elle pompe du pétrole, on en profite certes, mais c'est la destruction de l'environnement, l'industrie. Et si on la laisse tomber, c'est bien pire. Un seul exemple, si on arrête aujourd'hui et qu'on part tous élever des chèvres dans le Larzac, comme certains de nos parents l'ont fait avec les meilleures intentions du monde, et si on abandonne la société industrielle, elle va polluer naturellement, en particulier le nucléaire. Je pense à ça, c'est l'exemple typique. On n'a déjà pas les sous pour démanteler et pour stocker les combustibles nucléaires. On ne sait pas déjà techniquement bien faire pour démanteler une centrale nucléaire. On n'a pas les sous pour le faire et on ne sait pas comment stocker les combustibles. Mais si on abandonne, c'est 100 fois pire. C'est-à-dire qu'il faut commencer à organiser ça, penser ça, dans une perspective de déclin. Alors le mot, ça y est, je le dis, c'est-à-dire que si on continue à fantasmer sur la croissance, on ne va certainement pas mettre en place quoi que ce soit qui puisse nous permettre d'empêcher que l'industrie s'auto-déglingue, quoi. D'accord ? Donc ne pas lâcher prise, c'est vraiment le premier point chez Adrastia. L'autre point, c'est tenir un discours rationnel, mais ça c'est pour ma santé mentale et j'espère que ça va avancer très très vite. Parce que je ne peux plus voir ça, moi. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça c'est un bus électrique, marqué 0 émission dessus. D'accord ? Bon, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de rajouter beaucoup de choses là. Ça me donne des étincelles dans la tête, quoi. C'est inconcevable, c'est absurde, c'est une hérésie, je ne peux pas. Alors si on pouvait juste au moins se passer de ça, ce serait pas mal. Malgré tout, ne pas lâcher prise, tenir un discours rationnel, ne pas nous infliger la double peine.
collectivement, on pourrait continuer à se défausser et à dire que c'est la faute des autres et de dire bah, moi je ne suis pas coupable et c'est les autres, quoi. Et ce qui nous ferait tous subir collectivement, alors on va subir le déclin, d'accord, on est tous à peu près d'accord là-dessus, je pense. Et en plus, on va se sentir coupable. Je ne veux pas de ça, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas choisi cette vie-là au départ. J'ai choisi mes choix personnels, j'ai fait mes choix personnels évidemment, mais je n'ai pas choisi de détruire l'environnement. Je ne veux pas en plus avoir une espèce de chape de culpabilité qui m'empêche de vivre et d'apprécier. D'accord ? Le déclin, ce n'est pas forcément en plus une peine supplémentaire. Extrêmement important. Et ça, à la veille de COP21, je ne sais pas si ça pourra être pris en compte, mais va falloir arrêter de confondre les solutions et les aménagements. Alors, quelqu'un qui vous propose une solution pour un problème écologique global, comme ceux que j'ai décrits jusqu'à présent, donc une solution, il faut bien entendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va résoudre le problème. Alors, qu'est-ce que c'est le présupposé de quelqu'un qui vous dit qu'il a une solution? Le présupposé, ça veut dire qu'il connaît les lois du monde, première chose. Deuxième chose, ça veut dire qu'il les maîtrise. Je suis admiratif. Et la troisième chose, ça veut dire que sa solution, il faut que tout le monde l'applique. D'accord? Ça veut dire que s'il y a quelque chose à faire, déjà il sait, il est sûr que ça va marcher, et selon son discours, pour que ça marche, il faut que tout le monde le fasse. Alors, quel que soit, je désigne absolument personne, mais quand on est dans le fantasme de la solution, on est presque dans un discours totalitaire. C'est-à-dire qu'on pense que le monde est de telle façon, et qu'en l'orientant de cette façon et de cette façon-là, on va le changer. Je trouve que là, on est dans des fantasmes vraiment déraisonnables, et qui ne nous aident pas du tout. C'est-à-dire que je pense que ça nous permet, le deuxième point, la procrastination, c'est-à-dire que ça participe à l'élaboration de ces croyances-là, qui nous font sincèrement penser qu'on va pouvoir changer le monde, alors qu'on n'est que des humains. Enfin, ça va, on ne sait pas refaire un biotope. Personne ne sait refaire un biotope. On a pu avoir l'impression de refaire un biotope parce qu'on a remis des plantes vertes, on fait repousser des arbres, mais ce n'est pas du tout les mêmes arbres qu'avant, ce n'est pas les mêmes essences, ce n'est pas la même biodiversité, et c'est trop tard parce qu'il fait déjà plus chaud. D'accord? Donc, celui qui vous dit « j'ai une solution et il faut l'appliquer », je serai a priori très réservé au départ. En revanche, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais je veux dire qu'il ne faut pas confondre les solutions et les aménagements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planter des arbres, il faut en planter plein, d'accord? Sûrement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des éoliennes et des panneaux solaires, il faut sûrement en faire. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais puisque de toute façon il y en a, il faut les entretenir, il faut y aller. Mais ce n'est pas des solutions. C'est quelque chose qui nous permet de passer un cap, probablement d'accompagner la fin des ressources et la fin des énergies, mais c'est pas, ça ne va pas enlever le carbone de l'atmosphère, quoi. Jamais. Bon. Je m'emporte un peu, excusez-moi. Donc ça, c'est l'éthique Adrastia que vous avez vue. Il y a un programme dans Adrastia, l'association est assez récente, mais il y a un programme. Qu'est-ce que la singularité écologique? La singularité écologique, c'est ce pourquoi j'espère travailler ce soir. C'est une prise de conscience, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, une prise de conscience, mais l'admission généralisée, c'est-à-dire dans toutes les strates de la société, et au moins dans les strates gouvernantes, que les difficultés écologiques globales sont inévitables. Je pense qu'on aura franchi un cap considérable si on arrête de faire des conférences en pensant qu'on a des solutions. Enfin, le mot solution ou le mot l'expression sauver le climat, vous les lisez partout. D'accord ? Si on lit correctement les rapports du GIEC, si on lit correctement les rapports des énergéticiens, des thermodynamiciens, on sait que c'est absurde. Et par contre, on vend du sauvetage de climat. D'accord ? Donc la prise de conscience, ça permettra d'arrêter, à mon sens, je ne sais pas si ça arrivera jamais, je pense que, enfin je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, si ça se trouve on continuera à partir dans des discours irrationnels et à fantasmer sur le fait qu'on puisse sauver le monde. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas moi je n'irai pas dans cette direction-là. Je ne peux plus tenir des discours irrationnels là-dessus, et l'admission que les écueils écologiques sont inévitables, ce sera pour moi un grand progrès. Alors en fait, la singularité écologique, je fais court là-dessus, vous connaissez la singularité technologique peut-être? La singularité technologique, c'est l'idée que le développement industriel, en particulier de l'informatique, va permettre à l'humanité, à une échéance X, de s'extraire des contraintes matérielles en général.
Alors moi, je suis un fils de Star Trek, donc je suis plutôt quelqu'un qui est fan de ça, de l'imaginaire technophile. J'ai aucun problème avec ça, je me sens très à l'aise dans un vaisseau spatial. Donc cette singularité technologique, c'était de dire, eh ben voilà, dans quelques années, c'est estimé aux alentours de 2030-2040, on va pouvoir par exemple télécharger son cerveau, son esprit dans une machine et du coup s'abstraire du corps et continuer à vivre autrement, peut-être à l'infini. Donc l'entreprise Google travaille beaucoup sur ces thèmes-là. Mais là encore, pourquoi pas, bon, c'est comme ça existe, c'est intéressant intellectuellement, ça fait poser des tas de questions, pourquoi pas, très bien. Par contre, la singularité technologique, évidemment, son substrat, c'est les matières premières et l'énergie, donc j'ai de gros doutes qu'elle arrive vraiment. Par contre, en tant qu'investissement intellectuel et questionnement, c'est passionnant. Par contre, si on met en parallèle, donc ici, vous avez la courbe de l'accroissement des technologies, des performances de l'ordinateur, et qui estime qu'aux alentours de 2025-2030, il y aura cette singularité technologique qui fait qu'on va pouvoir vivre dans un monde fantastiquement, avec des tas de robots, enfin un monde fantastique, quoi, un monde imaginaire incroyable. 2025-2030. On met en parallèle cette courbe-là avec les courbes de Meadows qui estiment qu'à partir de 2030, on a un déclin et on tombe sur les mêmes dates. Alors moi, la question que je me suis posée, c'est dans quelle mesure il n'y a pas eu justement, on travaille sur l'écologie de l'esprit, un investissement fantasmé d'une peur réelle. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui travaillent sur la singularité technologique, c'est des ingénieurs, c'est des gens très intelligents, ils savent ce que c'est qu'une ressource, ils savent ce que c'est que l'énergie, et ils savent que quand on fait un robot et quand on met des batteries dedans, il faut le recharger par exemple. Hein. Donc ils savent bien intuitivement que ce ne sera pas éternel. Mais par contre, ils ont investi le fantasme. Et la réalité, c'est qu'à la même période, on sera dans des difficultés au niveau des ressources majeures. Donc, quand on fait rencontrer ça, on a une singularité écologique. Par contre, on a la même question. Ils ne savent pas ce qui va se passer sur le plan technologique en 2030, et moi, je ne sais pas ce qui va se passer quand la singularité écologique sera passée. Je ne sais pas du tout ce que ça va provoquer chez l'humain, que tous les humains aient conscience que la Terre est vraiment finie et que le développement est fini. Alors, par exemple, les sociétés qui se sont effondrées, il y en a eu plein dans l'histoire. D'accord ? C'est quelque chose de parfaitement documenté. Simplement, ces sociétés-là, on le sait puisqu'on est là, il y a toujours eu d'autres sociétés qui se sont développées à la place ou ailleurs, à côté. Donc, voilà. La singularité écologique, c'est d'admettre que nous sommes la dernière macro-société parce que nous sommes celle qui a conquis tout l'espace. Donc, on ne pourra plus investir aucun imaginaire qui dira on va faire mieux ailleurs, on va faire mieux demain, ce sera terminé. Et le dernier imaginaire qu'il faudra désinvestir, c'est la conquête spatiale. Alors, on a 5 minutes, je vais en parler 2 secondes. Et ce sera une parfaite illustration du taux de retour énergétique dont je parlais tout à l'heure. On a volé pour la première fois en 1903, avec un appareil plus lourd que l'air. 66 ans plus tard, en 69, on marchait sur la Lune. D'accord ? Dans cet élan-là, on s'est dit, on va conquérir l'espace. Et c'était complètement compréhensible parce qu'on avait un taux de retour énergétique qui permettait de développer tout ça absolument fantastique. D'accord ? Simplement, 69, les années 70, on a le pic pétrolier sur le sol américain. On a une crise majeure qui touche le monde entier. D'accord ? Pic pétrolier liquide sur le sol américain, crise majeure, crise pétrolière que tout le monde connaît. Et on n'est pas allé conquérir l'espace. C'est-à-dire qu'on est allé sur la Lune et puis après les programmes, ils se sont arrêtés parce qu'on n'avait même plus les moyens de les entretenir. Et même aujourd'hui, aller marcher sur la Lune, ce serait un investissement que plus personne n'oserait faire. Mars, c'est extrêmement douteux, les projets qui sont sur la conquête de Mars. Donc là, on a un rapport assez intuitif qui serait intéressant d'étudier entre le taux de retour énergétique, les crises pétrolières et le fait qu'on était parti vers des fantasmes qui ont été stoppés dans leur élan. Où est-ce que je voulais en venir avec ça ? Oui, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on a fait après. On était parti pour faire un réseau interplanétaire, et aujourd'hui, en 2015, on se retrouve avec un réseau de foyers, avec Internet. C'est-à-dire qu'on a continué à développer quelque chose, mais on l'a fait à une échelle différente, avec les moyens qu'on avait. C'est-à-dire que le taux de retour énergétique, le ralentissement des économies, parce que c'est la crise, on en parle depuis 30 ans, suite à cette crise pétrolière des années 70. À la place d'un réseau interplanétaire, auquel on pouvait croire avec plein d'énergie, on a remplacé par un réseau Internet qui lui-même consomme bien moins d'énergie
que d'aller dans l'espace, mais on ne peut faire que ça. C'est-à-dire qu'avec Internet, on est au taquet des ressources énergétiques. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est le maximum qu'on puisse produire en termes de réseau et de développement. Voilà pour la singularité écologique. Donc ça, c'est la courbe, les progrès techniques humains qui suivent une courbe plus ou moins exponentielle avec les impacts globaux humains. Au bout d'un moment, forcément, les techniques ne peuvent plus se développer parce qu'il n'y a plus de ressources et que les impacts empêchent le développement. Donc on arrive à la singularité écologique. C'est ça le concept qui nous permettra d'intellectualiser les années à venir. C'est-à-dire que nos gouvernants, c'est comme les ingénieurs qui ont fait la singularité technologique, ils ne sont pas idiots, enfin, ils écoutent leurs experts, même s'ils ne sont pas eux-mêmes des experts énergéticiens, ils écoutent, ils savent bien que quelque chose va se passer. Enfin, voilà. La singularité écologique, c'est ça. Donc le programme Adrastia, la suite, c'est de favoriser les échanges entre tous les acteurs des communautés, et en particulier entre les élites et les peuples, c'est-à-dire à peu près l'inverse de ce qui se passe en ce moment. Parce que si on continue à séparer les communautés, vous comprendrez bien que c'est la source de conflits inévitable, alors même qu'on aura beaucoup de mal à alimenter ces conflits en énergie. C'est-à-dire que pour moi, la Troisième Guerre mondiale, je ne sais pas si elle aura lieu ou pas, mais en termes d'énergie, elle va être compliquée. Et c'est probablement celui qui sera le plus économe en énergie qui gagnera, pas l'autre. Bon bref, je ne pense pas qu'elle ait lieu cette Troisième Guerre mondiale, mais là, je ne peux pas répondre à cette question évidemment. En tout cas, nous, on vise à travailler plutôt dans le rapprochement de toutes les communautés, quelles qu'elles soient, et verticalement en particulier entre les élites et les peuples. C'est vraiment, la question de l'avenir, c'est une question qui touche tout le monde. On constate en ce moment une espèce de rétrécissement des groupes qui dominent et qui sont les plus riches, qui augmentent de façon exponentielle leur richesse, mais ça ne durera pas non plus, parce que le système qui s'effondre dessous les empêchera de tenir tout en haut forcément aussi. La richesse n'est pas, la richesse des plus riches est aussi dépendante des ressources. Ce n'est pas quelque chose qui est dématérialisé. Donc ça va forcément s'arrêter un jour aussi. On l'a vu dans le rapport Meadows, le déclin il est global, hein, ce n'est pas une partie de l'humanité qui s'effondre et l'autre qui reste et qui s'en va dans l'espace, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc la communication paraît l'élément clé, les échanges dans tous les sens, horizontaux, verticaux, mais sur l'information de la singularité écologique, pas sur l'information des solutions, qu'on a vu être complètement contre-productif, jusqu'à présent en tout cas. C'est ce qui nous a mené à l'écueil. Cette communication-là va forcément entraîner, je l'espère, l'évolution des institutions. Quand je dis institutions, c'est toutes les institutions. C'est l'armée, c'est l'éducation nationale, c'est l'hôpital, c'est les services sociaux. C'est toutes les institutions qui vont devoir muter. Ça touche le concret de nos métiers. Les services d'assurance, je pense que les actuaires, au cœur des services d'assurance, s'ils ne prennent pas en compte la fin des ressources, la fin de l'énergie, ils nous emmènent droit dans le mur. C'est-à-dire qu'ils vont droit dans le mur pour eux aussi, mais avec nous, avec. D'accord ? Donc la singularité écologique, c'est quelque chose qu'il faut commencer à travailler en interne de toutes nos activités, toutes nos institutions. Et il faut que tout cela s'adapte à la gestion d'une crise prolongée, et on l'a vu, irréversible. Voilà. C'est un principe physique, on ne peut pas revenir en arrière, donc il va falloir gérer ça. Programme, évidemment, favoriser l'abandon des faux espoirs et de toute impasse écologique et économique. Je ne sais pas si on va continuer à faire des panneaux solaires et des éoliennes. La question que je me pose, c'est si c'est vraiment une bonne idée au final. D'accord ? Aujourd'hui, la question n'est pas tranchée de savoir si quand on fabrique un panneau solaire, les estimations de la compensation carbone d'un panneau solaire, parce que quand il fonctionne, il n'émet pas de carbone, effectivement. Donc on estime que c'est 15-20 ans à peu près. Voilà, ce que je veux dire, c'est que il peut fonctionner 20 ans, voilà, c'est ça que je veux dire. À partir de 20 ans de fonctionnement, il commence à compenser le carbone qu'il aura fallu pour le fabriquer. Le problème, c'est qu'un panneau solaire, pour l'instant, en moyenne, il ne vit pas bien plus longtemps. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. D'autant plus qu'on sait déjà que le taux de retour énergétique est très faible. La question qui peut se poser, c'est de savoir si, dans une perspective d'accompagnement d'une restructuration des sociétés, d'un déclin, est-ce qu'il ne vaut pas mieux une centrale thermique optimisée plutôt que des panneaux solaires? Je ne sais pas, mais c'est une vraie question. En termes de bilan carbone non isolé.
D'accord? C'est-à-dire global. Accompagner la simplification des modes de production industrielle et agricole, construire un modèle économique plus résilient et low-tech, ça tombe sous le sens. On va devoir abandonner certaines technologies qui consomment trop. Et il va falloir en trouver de nouvelles, pas forcément les anciennes, mais des nouvelles. Et apprendre à les maîtriser. Technique plus manuelle, forcément. Donc là, je vous renvoie vers les travaux de Philippe Biwix. C'est pas tant qu'il faille choisir ou pas de le faire, c'est qu'on n'aura pas le choix. Enfin, voilà, c'est comme ça. On a des moyens mis en place. Encore une fois, on est une association assez récente, assez neuve, mais on travaille. On a un observatoire, alors il faut l'enrichir régulièrement. On essaye de voir comment ça se déroule, tout ça. Donc sur le site internet, vous pouvez trouver l'observatoire, vous trouverez les informations. Comme je le dis depuis le début de la conférence, je ne sais pas ce qui va se passer. Et je ne sais pas si j'ai raison non plus. Je ne sais pas si Adrastia est sur la bonne ligne. Si ça se trouve, on va trouver une ressource énergétique. On parle de l'hydrogène. Bon, moi, j'y crois pas. L'hydrogène, c'est pour l'instant, pour le produire, il faut du gaz, du méthane, il faut voilà, du gaz naturel. Donc le bilan CO2, pour l'instant, est largement négatif. Mais bon, pourquoi pas, hein, je ne suis pas fermé à l'hypothèse qu'on trouve une autre ressource énergétique. Donc, moi, Adrastia, si jamais elle a tort, je ferme boutique. Et j'aimerais bien qu'elle ait tort, c'est-à-dire que je préférerais que nos sociétés continuent à se développer. Donc nous, on recueille des opinions, c'est-à-dire que si on a tort, on veut le savoir. D'accord? Les groupes locaux et les groupes de travail, c'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, l'objectif c'est de communiquer horizontalement et verticalement. Il faudra échanger des données, des savoirs, de la pratique. Donc il faut mettre en place des groupes de travail, il faut discuter, quoi. J'ai une question, moi. J'ai une famille avec beaucoup d'enfants, qu'est-ce que je dois leur dire? Ils vont avoir une vie plus difficile que la mienne, qui est déjà plus difficile que celle de mes parents. Qu'est-ce que je dois enseigner à l'école? Qu'est-ce que les enseignants doivent enseigner? Quel savoir? Est-ce que, je ne sais pas, moi, l'informatique à 6 ans, c'est indispensable? Je ne sais pas. Quel métier choisir? Enfin, toutes ces questions-là. Je n'ai pas de réponse, et je les pose, et c'est l'objectif d'Adrastia, c'est que je ne sais pas et je veux savoir. Bon, alors comment conclure? On a vécu sous le joug d'un développement durable, d'un oxymore, d'une de ces choses qui me font avoir des étincelles dans la tête, des trucs qui me font rencontrer des fils qui ne devraient pas. C'est impossible le développement durable, maintenant on le sait. Hein. La contradiction, elle est dans les termes. Bon, je ne vais pas le redire, hein, ce n'est pas la peine. Par contre, moi je vais quand même en proposer un autre. Mais ce dernier oxymore, eh ben, celui-là, on n'aura pas le choix. Il va falloir se confronter à lui, et c'est celui qui est... on l'a dans les veines, celui-là, et on va être obligé de le gérer. Le dernier oxymore, pour moi, c'est qu'on va devoir tous ensemble construire, tant bien que mal, un déclin. Voilà, je vous remercie beaucoup.